Aujourd'hui, pour aller bien, il faudrait dormir 8 heures, boire 2 litres d'eau, manger 5 fruits et légumes, faire ta routine du matin, ta routine de l'après-midi, ta routine du soir, ta routine de midi, gérer tes émotions, faire de la méditation, poser des limites au travail, voir tes amis. Franchement, à ce stade, prendre soin de soi, on dirait plus que c'est un emploi à temps plein pour lequel on ne te paye même pas. Du coup, j'ai envie de poser une question simple. Pourquoi de nos jours, aller bien est devenu un véritable travail avec ses contraintes et ses souffrances? C'est ainsi que commence le tout premier épisode du podcast On s'en mêle, proposé par Olismo. Ici sur On s'en mêle, on se mêle des sujets de bien-être, santé mentale, santé physique, santé sociale, pour démêler les vérités, des intuitions, des pratiques vraiment utiles et des zones floues. Comme sur Olismo, le média de prévention et de vulgarisation autour du bien-être et de la santé globale, on parle de bien-être viable, pas de bien-être magique ou de bien-être qui transforme chaque respiration en stratégie d'optimisation personnelle. Dans chaque épisode, on va aborder un sujet qui lie le corps aux émotions, au contexte de vie réel, aux véritables contraintes, aux véritables questionnements et aux véritables connaissances que chacun peut et devrait même avoir de son propre corps, de son propre fonctionnement psychique, de sa propre connaissance et lecture de son contexte de vie pour pouvoir vraiment réussir à trouver les actions qui lui sont propres et qui lui sont individuelles pour trouver son équilibre et vivre la vie tout simplement. Si aujourd'hui on se retrouve à se demander pourquoi aller bien est un véritable travail à temps plein, c'est que ça demande des efforts et quand on recherche des informations, on peut être un peu perdu. On n'a jamais eu autant d'informations sur le bien-être, sur la santé. Des infos, parfois des intox. Si tu te diriges vers des professionnels de santé, chacun a eu un parcours en fonction de son université, en fonction de son école. Chacun a son courant de pensée. Chacun a fait ses propres recherches qui peuvent diverger les uns des autres. Si tu es une personne qui n'est pas du domaine, tu peux avoir tendance à être perdu même en t'adressant à des professionnels de santé, car finalement tu n'as peut-être pas eu accès aux connaissances et à la façon de raisonner qui te permettrait de comprendre les conseils qui te sont donnés par des professionnels. Complètement déboussolé, tu peux te réorienter vers des méthodes alternatives pour ton bien-être, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Mais là, tu t'exposes encore plus à pléthore de conseils, des bons et des moins bons. On te dira de t'appuyer sur l'expérience en soutenant que si ça a marché pour X, ça peut marcher pour Y. Les plus scientifiques te diront au contraire de t'appuyer uniquement sur la science, sur tout ce qui est prouvé pour son bien-être. Malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Ce que la science n'a pas prouvé n'est pas nécessairement faux. Ce qui a été expérimenté par autrui n'est pas nécessairement vrai. Un professionnel de santé peut ne pas avoir eu accès à des connaissances que des praticiens alternatifs ont véritablement explorées, mais des praticiens alternatifs n'ont pas forcément tout l'apport scientifique, toute l'expérience et toute la pluralité des patients qu'ont rencontré les professionnels de santé habitués. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est-à-dire qu'on navigue dans un flot de flou, même pas artistique, on en vient à se poser la question fatidique, mais on fait comment en fait pour se dépatouiller de tout ça? Est-on condamné à aller mal en fait? Le problème n'est pas qu'on manque de conseils en ce qui concerne notre bien-être ou notre santé. Le problème c'est qu'on en a trop, qu'il manque de preuves scientifiques, qui n'ont pas le même objectif, qui ne visent pas les mêmes personnes et qui n'ont même pas le même niveau d'honnêteté. Aussi, le tout peut manquer de nuances. On peut nous dire d'être très discipliné et de lâcher prise, de prendre soin de son corps, de se booster un petit peu. Au final, on est un petit peu perdu, car en plus des nombreux conseils, parfois, j'ai l'intime impression que prendre soin de soi, c'est devenu plutôt optimise-toi. Le soin a été vraiment contaminé par une logique de performance. On parle beaucoup d'être la meilleure version de soi-même. Et parfois, être la meilleure version de soi-même, ce n'est pas forcément être la version qui prend soin de soi. C'est pas forcément être la version qui se sent le mieux. Je suis sûre qu'on a tous dans notre entourage au moins une personne, et peut-être que cette personne, c'est toi-même, qui est la même version d'elle-même depuis des années et qui en est totalement heureuse et profondément. Ça n'empêche pas du tout le fait que par moments, et pour certains, en tout cas comme moi régulièrement, on ressent l'envie d'atteindre des objectifs pour lesquels on doit se donner un petit coup de pied aux fesses pour éviter de stagner au statu quo qui ne nous conviendrait pas. Alors oui, tu peux devenir plus productif
Si ça correspond à ton objectif, à toi, tu peux prendre soin de ta peau, tu peux te faire plus beau ou plus belle, si c'est quelque chose qui enrichit ton épanouissement personnel. Est-ce que c'est une exigence? Est-ce que c'est une recette miracle et indispensable pour être bien? Je crois pas. Lorsque le bien-être devient une compétence à cocher, une performance à démontrer aux yeux de tous, on est plus dans l'optimisation de soi-même et pas du tout dans le soin de soi-même. Ce que tu peux remettre en question, c'est que finalement, là où il y a du business, là où il y a de l'argent, il y aura toujours des personnes pour te donner des conseils. Le problème n'est pas qu'il existe des produits, des personnes qui donnent des conseils, des coachs. Il y a de nombreuses personnes qui font ces actions en sachant qu'elles apportent un véritable bien-être, qui ont vraiment une vocation à aider et qui partagent tout simplement leurs compétences. Le véritable problème qui est récurrent quand on a de nombreux conseils en santé et en bien-être, c'est que très souvent, les conseils sont simplistes face à des situations complexes. Toutes les situations individuelles sont complexes puisqu'elles sont justement individuelles. Il y a des choses qu'on peut tout à fait travailler en groupe par des partages d'expériences. Il n'en reste pas moins que la personne qui cherche à régler un problème vis-à-vis de son bien-être ou vis-à-vis de sa santé ne pourra appliquer qu'un conseil qui rentre dans la réalité de sa propre vie, c'est-à-dire de son propre contexte de vie, sa propre façon de raisonner, son propre entourage, ses propres possibilités. D'ailleurs, dans les prochains épisodes du podcast, on va aborder différentes pratiques. Il y aura des pratiques qui ont fait leurs preuves scientifiquement, qui sont connues depuis des années. Il y aura aussi de nouvelles pratiques que vous pourrez peut-être découvrir si vous ne connaissez pas. Et on va aussi parler des pratiques alternatives en s'appuyant sur les expériences d'autrui, tout en n'oubliant pas qu'elles sont totalement expérimentales. On peut aborder le bien-être par les plantes, la méditation comme la psychologie, la nutrition, le sport, les pratiques corporelles, les médiations aquatiques, les expériences sociales, l'amitié, la famille, l'amour. On parlera aussi de santé sociale. En 2025, plus d'un quart de la population française se sentent seuls, soit objectivement parce qu'ils sont vraiment physiquement isolés d'autres personnes, ou même psychiquement parce qu'ils ressentent un fort sentiment de solitude. Ce sentiment de solitude est notamment présent chez les personnes qui ont des revenus modestes, qui sont au chômage, qui souffrent de maladies chroniques également, mais pas que. Et c'est une véritable question de santé publique. Imagine une personne qui souffre de maladies chroniques, qui est dans la douleur, qui est anxieux, qui n'a pas de sous, qui a vraiment des difficultés à joindre les deux bouts. Elle aura encore plus de difficultés à prendre soin d'elle-même qu'une personne qui ne vit pas avec toute cette charge mentale et physique. Et pourtant, même en ayant des bons moyens, prendre soin de soi n'est pas si facile. La Miviludes, qui surveille les dérives sectaires en France, a relevé dans son rapport de 2022 à 2024 une hausse des signalements et des demandes d'informations. Et la thématique de la santé et du bien-être représentait 37% des demandes d'informations et des signalements. De quoi vraiment prendre ses précautions quand on se renseigne sur la santé et sur le bien-être. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est que se diriger vers un bien-être viable, ce n'est pas faire tout parfaitement, choper tous les conseils, toutes les routines et se l'imposer dans la vie, l'enfoncer comme quoi? Et se rassurer que tout ira mieux. Ce que personnellement je propose pour le bien-être, c'est de comprendre tout ce qui nous abîme, comprendre tous les points forts aussi qu'on a dans une vie, tout ce qui nous protège, et composer avec tout ça pour trouver son propre équilibre, son propre épanouissement dans notre vraie vie, avec notre vrai corps, notre vraie façon de penser, nos vraies relations, notre vraie famille et nos vraies attentes dans la vie en général. Merci d'avoir écouté On s'en mêle. Je suis vraiment ravie d'avoir lancé ce premier épisode. On se retrouvera dans d'autres épisodes avec moi, accompagnée ou non d'invités, avec lesquels on va se mêler d'autres sujets de bien-être, de santé physique, mentale ou sociale. Salut, ciao!